Alors Ben, est-ce que tu as pris le risque maximum pour regarder ce film qui est double team? J'ai pris le double maximum, le double risque, le team risque et le double team. Oh putain, j'ai rien compris. Tu vas me parler? On va me parler, allez. Vous êtes là pour le comité, je suis sûre. Le comité? C'est quoi le comité? Soyez les bienvenus, guerriers du monde entier. Jean-Claude Van Damme, c'est lui, karatéka, culturiste, boxeur, adepte du full contact. Il est devenu plus fort que Schwarzenegger, Chuck Norris ou Sylvester Stallone. J'ai commencé le karaté et la culture physique à l'âge de 11 ans. Vers l'âge de 20 ans, j'ai décidé de partir aux USA pour réussir dans le cinéma américain. C'était un rêve d'enfance. Je suis prêt. Alors, moi, je suis vraiment hyper contente parce que je pensais qu'on allait rentrer dans cette espèce de long tunnel de films immatable. Et j'avais oublié à quel point c'était bien Double Team. C'est vrai. C'est vraiment le film où il y a 1 million d'idées, 1 million de trucs. Et en même temps, j'ai pris un tel plaisir en le regardant. Ça marche. C'est rare. J'ai trouvé ça génial. Je t'avoue, j'adore Van Damme de tout mon cœur, mais je t'avoue que depuis le grand tournoi, je me dis c'est le début de la fin. Et en fait, non. Bon alors, risque maximum, c'était un petit peu chelou. Mais effectivement, petites attentes, je me souvenais assez peu du film et de scène en scène, je me disais mais oui. C'est un peu comme quand tu vas revoir une vieille malle avec des souvenirs et tu fais mais oui, je l'avais, il était trop bien. Et je me suis souvenu des scènes au moment où elles apparaissaient à l'écran et c'était jouissif. T'as vraiment l'impression de mater genre 5 films en un. Il y a vraiment beaucoup de different locations. Ouh, de différents endroits. Mais surtout de scènes de méga bastons ou de méga fights qui sont quand même ultra diverses et variées. Bah Tsui Hark. Non mais franchement c'est assez balèze. Donc réalisateur vietnamien mais qui est dans le cinéma chinois plutôt. Fait au Congué. Mais franchement balèze quoi. Enfin j'ai vraiment apprécié mon moment. Il y a beaucoup de choses qui m'ont fait rire, mais je trouve que la dynamique est bonne. Je trouve que Jean-Claude... Il est beau. Enfin, il est beau. Il est toujours beau, Jean-Claude. Il a un peu une coupe de cul, hein. Mais il est beau. Non, mais ça va, Malgré franchement. le cul. Bah, il a pas de pull en laine, c'était un peu décevant. Bah, c'en était. Mais en même temps, on va parler de son anatomie. Ouh là là. Laissez entrer, bravo. Dans l'action antiterroriste, il est le meilleur. C'est bon. Pourtant, lors de sa dernière mission, Ce n'est pas lui. il a manqué sa cible. Un seul homme peut encore l'aider à revenir dans la partie. Oh, ça doit faire mal, ça. Ça fait mal. J'ai besoin de jouer. Désolé, c'est fermé pour la nuit. Maintenant, c'est ouvert. Un dealer d'armes de classe internationale C'est le goupillon, ça? Oui. et un surdoué pour les embrouilles. Je sais pas trop. Quand je te regarde, je vois rien que des problèmes. J'adore les problèmes. Leurs styles sont différents, très différents. L'attaque assure la gloire, mais la défense assure la victoire. Ils doivent agir ensemble, côte à côte ou face à face. J'ai besoin d'un associé. Si t'en aimes, bébé. Derrière toi. C'est moi. Jack est en chemin. Maintenant, c'est une affaire personnelle. Tu sais piloter un avion? Comme un aigle. Jean-Claude Van Damme, Mickey Rourke et Dennis Rodman. Tsui Hark, on en parlait. J'ai fait genre j'ai un accent alors que non. En fait j'ai fait mes petites recherches parce que tu sais on s'est dit oui alors avec Chasse à l'homme il a ramené John Woo aux États-Unis. Avec Risque Maximum il a ramené Ringo Lam etc. Et je me suis dit encore un réalisateur chinois. Et non. Et alors si, mais enfin un réalisateur de cinéma chinois. Oui. C'est son premier film en langue anglaise. Est-ce c'est que début. c'est JC qui a encore un petit peu ramené, tu vois, ses tirerait bagages pas les ficelles Alors, du cinéma asiatique? Effectivement, le marionnettiste. Et bah, figure-toi que j'ai fait quelques petites recherches pour savoir et la plus grande qualité de Jean-Claude et de son histoire, c'est qu'on ne sait jamais vraiment quelle est la vérité. Il y a plusieurs sons de cloche. Je trouve ça hyper intéressant. Du coup, j'ai même été chercher dans les pourquoi du comment tous les réalisateurs, enfin pas tous, mais beaucoup de réalisateurs et d'acteurs hongkongais venaient aux États-Unis à cette époque-là. Et alors, figure-toi, je te fais un petit cours d'histoire pour me la péter, alors que je l'ai lu tout à l'heure sur Wikipédia. Ah, Wikipédia, source sûre pour nous. Ouais, bah, bien sûr, Internet. C'est suite à la rétrocession de Hong Kong par l'Angleterre à la Chine. Donc, ça a été effectif en 97, donc c'est la date du film. C'est très intéressant. Bien sûr. En prévision de ce retour culturel, t'as beaucoup d'acteurs et de réalisateurs, actrices et réalisatrices du cinéma de Hong Kong qui sont partis
ailleurs en Europe et surtout aux États-Unis pour essayer pour s'essayer au cinéma occidental, en se disant que peut-être avec la rétrocession ça allait être le bordel parce que la Chine allait serrer la vis, il va y avoir de la censure, sûrement des baisses de moyens techniques et financiers, etc. Donc ils sont tous barrés. Et c'est pour ça que John Woo s'est barré aussi, même si possiblement Jean-Claude l'a invité et lui a dit viens. Ringo Lam aussi. Et Tsui-Hark, c'est ça, c'est je vais aller au cinéma américain pour faire mon truc. Et apparemment, il y aurait une espèce de coutume / bizutage de ce genre de réalisateur quand tu fais partie du cinéma de Hong Kong, c'est-à-dire le cinéma d'action, c'est de te faire des cinémas à petit budget américains, parce que là, c'est malheureux de le dire, mais Jean-Claude, il est dans le cinéma à petit budget à cette époque de sa vie. Et du coup, on lui a dit, ok, tu veux faire du cinéma américain, bah voilà, tu fais un film avec Jean-Claude, et il en fera même un autre après. Et du coup, je trouve ça très très intéressant. Finalement, c'est bien qu'il se soit un petit peu ouvert et qu'il soit parti sur cette carrière qu'il voulait internationale, mais la suite de sa carrière, elle s'est quand même faite majoritairement en Chine, parce que tous les détectives D et tout ça, même si c'est... Oui, parce qu'il est très, très connu, effectivement. Il est très 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 connu. Il est venu, il a tourné 2 films avec Van Damme et il est reparti. Mais en même temps, est-ce qu'il avait pas fait le tour du cinéma ? Il avait fait le Mawashi du cinéma. Est-ce qu'on n'a pas fait le tour du cinéma une fois qu'on a travaillé avec Jean-Claude ? Le Sith. Moi, je pense que si un jour je travaille avec Jean-Claude, j'arrêterai ma carrière juste après. Ou en tout cas, je retournerai à mes affaires. La boucle est bouclée. Mais bon, ça doit être une telle expérience de travailler avec Jean-Claude. Trêve de plaisanterie. Mais alors, petite déception quand même pour ce budget de $30,000 qui en fait n'a engrossé que $11,438. C'est l'échec. C'est le méga échec. Oui. Je peux comprendre parce qu'il y a un aspect un peu nanar, on n'aime pas trop utiliser ce terme. Oui, mais on ne sait pas ça quand on va au cinéma à l'époque. Quand tu ne sais pas que tu vas voir un nanar et que tu vas le voir, il y a forcément un petit choc, ouais. Une petite déception. Est-ce qu'à ce moment-là, en 97, c'est-à-dire ça y est, Time Cop 97, c'est un an avant la Coupe du Monde, hein. On l'avait pas encore gagné. C'est vrai, on n'était pas champion du monde. Mais au niveau de Jean-Claude, parce que quand même Jean-Claude c'est plus important que la Coupe du Monde, non ? Attention à la fouteuse. Tu viens de Marseille, c'est pour ça. Est-ce qu'on n'est pas à une époque où les gens qui vont au cinéma pour voir un Van Damme à cette époque-là sont que des fans purs et durs parce que ça y est, la hype est un peu partie et qu'il n'y a que les gens qui l'aiment de cœur. Tu vois, nanar ou pas, tu vois, je me demande. Je m'en fiche. Si, je sais pourquoi ça n'a pas marché. C'est parce que vraiment, si tu t'attends à avoir un méga bon film, si tu t'attends à avoir un nanar tout pourri, t'es super content parce que c'est vraiment un film drôle et qui regorge d'idées. Et c'est ça peut-être aussi son problème en fait, c'est que moi j'ai adoré parce que je l'ai vu dans ce cadre-là, mais en vrai je sais pas. Toi tu l'as pris comme un nanar dès le départ ? Moi je pensais que j'allais voir un truc tout pourri. Après Risque Maximum c'était légitime. En fait j'en avais très peu de souvenirs et en fait au plus j'ai avancé dans le film, au plus je me disais mais c'est trop bien, c'est une trop bonne idée, et ça c'est trop bien, et ça tu sens trop que c'était l'univers et en même temps genre ça va pas jusqu'au bout, mais en même temps c'est trop bien et en même temps voilà. Donc non, je pense que mes attentes étaient basses et les attentes des gens peut-être en juillet 97 étaient hautes. Vous avez tort. En prod, on a Moshe Diamant, qui est Monsieur Dollar. C'est lui le prod de Double Impact, Chasse à l'homme, Time Cop, Mort Subite, et même Risque Maximum d'ailleurs. Écoute bien, je vais te donner 3 numéros de compte bancaire de la CIA. Quand j'aurai reçu la marchandise, je te donnerai le code d'accès. Je sais pas, mon frère. Quand je te regarde, je vois que des emmerdes. C'est pas énorme non plus comme budget. Enfin, pour l'époque, c'est pas mal, mais c'est pas non plus un truc démesuré. Non, mais il y avait plus d'argent que pour Risque Maximum, alors que Risque Maximum était un échec lui. Donc je me dis, est-ce que la Van Damme est pas en train un peu de remonter ? Mais ça se voit qu'il y a de l'argent à l'image parce que t'as quand même beaucoup de lieux de tournage très différents. Enfin, ça se tourne dans plusieurs pays. Donc c'est tourné en France, en Belgique. En Belgique. C'est tourné à Arles. Arles. Il y a un truc où ça regorge quand même de variété de décors, quoi. Mais est-ce que, alors ça je n'ai pas l'info, mais est-ce que du fait que Tsui-Hark c'était son premier film en langue anglaise, il a pas eu forcément un salaire de maboule et peut-être que c'est ça qui fait que le budget était pas non plus super haut, quoi. Je n'ai pas l'information sur le salaire de ce monsieur. Ce que je sais, c'est que, et ça c'est en ayant lu une interview de Van Damme et à côté une interview de Tsui-Hark qui disait que quand il a fait ce film, il est venu aux États-Unis entre guillemets tout seul, c'est-à-dire sans son staff habituel, sans son directeur photo, son directeur de chorégraphie, tout ça qu'il avait à Hong Kong. Et du coup, je pense qu'ils lui ont mis des gens dans les pattes. Après, c'est toujours l'adaptation à une nouvelle équipe, quoi. Ouais, c'est ça. Et malgré tout, il arrive à faire des trucs assez fous. Allez, allons-y. Alors, qu'est-ce qui se passe, Julie, dans Double Team ? Alors, dans Double Team, on est sur un agent interprété par Jean-Claude. Est-ce que c'est un agent de poche ? Moi j'ai trop kiffé parce que vraiment c'est le début de Mission Impossible, quoi. C'est vraiment, ce film s'ouvre sur votre mission, Jean-Claude, si vous l'acceptez, et d'aller récupérer du plutonium, des tonnes et des tonnes de plutonium, voilà. Donc il y a vraiment un petit message comme ça, en tout cas pendant le générique, où je me dis
pas mal. Mission classification rouge. Enfin, on est dans un truc un peu, voilà, espionnage et tout ça. Quinn, Jack, votre dernière mission a pour nom classification rouge. À 15h15, heure de Greenwich, 32 kg de plutonium ont été volés d'une installation nucléaire protégée par l'armée américaine en Croatie. Nous croyons que Stavros et son organisation vont les vendre à l'Irak d'ici 24 heures. Votre objectif est de vous assurer du retour du plutonium à notre base. Bah surtout, c'est que je trouve qu'en 5 secondes, on sait qui joue Van Damme, qu'est-ce qui se passe, quels sont les enjeux en 2 secondes, et il est déjà dans un camion. Et ce qui est fou, c'est ce que j'allais dire, c'est que 5 secondes plus tard, il est sur une bétonneuse et il saute avec sa bétonneuse au-dessus d'un train. Mais c'est génial. Là, je me suis dit, putain, le film a pas commencé depuis 5 minutes. Il a déjà pris une bétonneuse déjà bétonneuse quand même dans le véhicule verse. Pas mal. C'est vrai que c'est assez rare finalement. Et bah, du coup, ça a de la gueule. Monter une bétonneuse au-dessus d'un train qui est en train de passer. Sans tremplin. Balèze. Il est fort. Non, et du coup, je me dis, ok, donc là, on n'est pas dans un film lambda. Ça commence très très fort. Il va falloir tenir le truc, quoi. Alors là, direct, le sud de la France 3 ans plus tard. Je me dis, ok, on perd pas de temps, c'est bon. C'est surtout encore le sud de la France. Donc c'est-à-dire que maintenant, ils se font même plus chier à se dire que Van Damme, son accent est dû à une origine. C'est du jeu. Il habite dans le sud de la France, donc du coup, son accent, c'est normal. Tu vois, c'est. Ah oui, mais. Non, bon. mais ça change. Méga baraque, sortie de douche. Allez, petite sortie de douche de Jean-Claude en serviette, comme d'habitude. On notera qu'il a alors 37 ans, qui est mon âge. Et quand j'ai dit à ma femme, regarde, il a 37 ans, elle a dit, toi, t'as pas fait de film. Je me suis senti comme une merde. Très bien. Elle aurait pu te dire que t'avais surtout pas fait de muscu. C'est sympa. Oh, c'est sûrement douloureux. Oui, donc il est au sud de la France, baraque de ouf. C'est après sa dernière mission qu'il a réussi. 3 ans après. 3 ans après. Pas à 3 heures près, 3 ans après. Ok. Bon, le timeline de Jean-Claude, c'est un grand écart. C'est Time Cop. Jack, le bébé, c'est bien ce que nous désirons. Ben oui. Ils attendent un heureux événement, puisque madame est enceinte. Et ça, on se dit, bébé Jean-Claude arrivera bientôt. Et c'est très agréable de se dire que Jean-Claude a fait sa vie de famille comme ça. Est-ce qu'il avait une femme enceinte depuis Time Cop? Je crois pas, hein. Il était plus trop père de famille depuis. J'ai pas la film sous les yeux, mais ouais, c'est ça. Hein. Donc là, il repart. On est content pour lui. On se dit, il s'est posé. Moi, j'ai aimé parce que vraiment, faut aller récupérer un méchant et il y a du méga riff de guitare. Donc je me suis dit, c'est bien. S'il y a du méga riff de guitare, je pense que ça promet pour la suite. Maintenant, si vous permettez, nous allons passer aux choses sérieuses. Stavros, il a refait surface. Vous devez nous le ramener vivant. Donc oui, tu te dis, il faut aller récupérer un méchant parce qu'il y a un gars qui vient de niquer son repos en lui disant, mec, ton pire ennemi est revenu. Exactement. Donc t'arrêtes d'être à la retraite, s'il te plaît. Il lui dit même, tu prendras ta retraite quand lui, il aura pris la sienne. Enfin, il y a ça. Alors, vous m'avez retrouvé. Vous avions jamais perdu de vue. Dans ce cas, vous devriez savoir que j'ai pris ma retraite. Donc faut aller récupérer le méchant. Alors c'est un vrai méchant, il laisse des bombes dans des voitures, sur de la dance des années 90. Là, on est vraiment dans un film iconique, quoi. On va découvrir ce personnage qui, au début, ne va pas trop nous servir, qui est Yaz. Oui. Qui est en fait Dennis Rodman. Qui est 2,2 m. Qui est déguisé en Lilou Dallas, pour faire simple. Ah bah lui, il est fashionista pendant tout le film. C'est Lilou Dallas qui se serait retrouvé plutôt dans un club BDSM. C'est vrai. Ils sont dans un méga club sadomaso et je me suis dit... Sadomaso, techno, laser, années 90. Enfin, on est vraiment dans les années 90. Et s'il y a des gens qui sont allés à Londres, c'est un peu Cyberdog, quoi. Enfin, c'est vraiment... On est dans quelque chose de très fluo et de très vinyle. Alors qu'on est en Belgique. Anvers. Et contre tout. Et on trouve ce Dennis Rodman en train de se faire tatouer un petit peu le pubis. Le sgeg. Le sgego. Votre coiffeur, il est daltonien ou quoi? Moi, je me suis dit, ce mec, c'est vraiment la version sadomaso de Q dans James Bond, quoi. C'est-à-dire qu'il a plein de gadgets et tout ça. Je me suis dit, si tu devais faire une version un peu... olé. Du coup, c'est pas qui Q, doit exister, j'imagine. C'est pas Q, c'est Byte. Je n'ai rien à foutre de votre orientation sexuelle. Et donc il va voir Dennis Rodman parce qu'il a besoin d'armes pour aller buter Mickey Rourke, puisqu'on n'a pas dit que c'était Mickey Rourke. Oui, on n'a pas dit que le méchant c'était Mickey Rourke. Mickey Rourke, post-défiguration de la tête, après qui... Mais Mickey Rourke qui a fait de la salle. Hein. Mickey Rourke qui est en bon état. Hein. Figure-toi, j'ai lu. Moi qui essaie toujours de te piéger en te disant des anecdotes que finalement tu finis par connaître. Qu'il a, effectivement, il a été à la salle et il a pris des cours d'arts martiaux. Alors je crois que c'est plutôt boxe et peut-être quelques mawashi pour être au niveau de Van Damme et être un méchant crédible. Et je trouve ça tout à fait louable. Et oui, et ça se voit. Et ça se voit. Il est balèze. Ils vont retourner ensemble, non, dans les Expandables? Alors oui et non, parce qu'ils sont pas dans le même. Il est dans le 1 et Van Damme il est dans le 2. Oui. Il s'appelle Vilain. Vilain. On y reviendra dans notre marathon, c'est pas tout de suite. Vilain. Eh bien,
La légende en personne. Je croyais que vous aviez pris votre retraite, Jack. Donc il rejoint une unité badass. C'est assez intéressant parce que dans cette unité badass, il y a une unité badass. Il y a une nana qui a l'air bien badass elle aussi. Et il lui dit est-ce que vous pouvez toucher une cible à 200 mètres ? Et elle, alors dans ma version, qui n'est peut-être pas la vraie version VF, elle lui dit à 200 mètres, je peux facilement atteindre la bite d'un colibri. Et là, je me suis dit, c'est vraiment le moment où je me suis dit, ok, c'est bon, je suis embarquée, quoi. Ouais. Je suis embarquée dans ce film qui clairement a un niveau de poésie assez poussé. Pouvez-vous atteindre une cible à plus de 200 mètres ? À 200 mètres, je peux facilement atteindre la bite d'un colibri. Mais du coup, je n'ai pas vu la VO, donc je sais pas si la VF a pris des libertés. Moi, je crois que j'ai vu la vraie VF, entre guillemets. Oh là là. Bah pardon, où elle dit un truc moins marrant, elle dit la bite d'une mouche. Mais je préfère la bite d'un colibri. Mais juste un petit détail sur la VF, parce que ça m'a rendu curieux. J'ai reconnu tout de suite la voix de Van Damme. C'est la voix qu'il a dans Street Fighter, notamment. Du coup, j'étais sur Wikipédia pour voir la fiche de Patrick Baudrier, qui, à partir de Street Fighter, va le suivre jusqu'à maintenant, là, encore maintenant. Et ce qui est rigolo, petit fun fact qui va ne faire rire que nous deux, mais Patrick Baudrier est aussi une voix régulière de James Remar. Je sais pas si ça te parle comme ça. C'est le papa de Dexter dans les séries télé. Voilà. Et c'est aussi le gars qui faisait Maxi Devine dans Le Grand Tournoi. Ah, comment il aurait fait pour doubler les deux ? Bon, c'est aucun des deux du coup, mais tu vois, je me suis dit putain, c'est un comité fact. Nous voulons Stavros vivre. Autant vous dire que j'étais ravie. On débarque où ? On débarque dans une putain de fête foraine. Et alors moi, les fêtes foraines, alors j'adore les fêtes foraines. Et alors s'il y a un truc que j'aime encore plus que les fêtes foraines, c'est les fêtes foraines dans les films. C'est-à-dire que pour moi, le flic de Beverly Hills 3, c'est un chef-d'œuvre. En fait, je trouve que c'est un univers, que ça soit dans les films d'horreur, dans les films de baston, dans les trucs comme ça, je trouve que c'est hyper cool. Il y a de la couleur partout. Mais c'est peut-être parce que j'adore les parcs d'attractions. J'adore ça, c'est trop bien. Mais en gros, et je me suis dit, mais putain, j'espère qu'ils vont l'utiliser vraiment bien cette fête foraine. Et oui, parce qu'ils n'arrêtent pas de monter sur les manèges, ils n'arrêtent pas de se tirer dessus. Alors, bon, il y a quelques casualties, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de morts, mais je me suis dit, putain, elle est vraiment bien cette scène. Enfin, il y a une vraie, il y a un vrai intérêt à ce qu'on soit là, quoi. Moi, une des attentes que j'avais par rapport à Tsui Hark, c'est que c'est le cinéma de Hong Kong et c'est un cinéma où ils aiment beaucoup jouer avec les éléments du décor, comme Jackie Chan par exemple, ou détruire beaucoup de mobilier, beaucoup de bris de verre, beaucoup de bris de bois, mais pas de bris de mots par exemple. Ah, comme le fromage. Je n'aime pas ce qui se passe. Et donc, ce que je trouve très, très intéressant, intelligent et fun dans cette fête foraine, c'est que c'est un bac à sable pour Tsui Hark et pour Van Damme aussi, où il va y avoir des millions de trucs qui vont tomber dans tous les sens, des clowns géants, des canettes de coca. Ah oui, alors, premier placement des vending machines, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais j'ai trouvé ça super cool que Van Damme, dans sa course-poursuite, il y a du coca, manque de se croûter sur des canettes et fasse un Mawashi triple retourné grâce au marouflage de canettes. Alors oui, effectivement, c'est un Mawashi digne de Pouf le cascadeur. C'est-à-dire que tu penses qu'il va se péter la gueule et il le transforme en Mawashi et il fait des cabrioles. Mais c'est là que tu vois qu'il est fort. Non mais j'ai vraiment beaucoup ri. Jack Quinn, on n'a même pas dit son nom. Putain. Jack Quinn, ouais, déjà. Oh putain. Excellent, Jack. Alors, on retrouve Mickey. Pas celui des parcs d'attraction, le méchant. Est-ce qu'il sourit ? T'es dingue, mon frère! Alors Mickey, il est où ? Il est avec son fils. Et alors du coup, il le récupère parce que la mère s'est faite buter dans la couille. Et alors je me dis, pas très bonne idée de prendre ton enfant contre toi quand t'es dans une fusillade. Autant le mettre dans un coin. Et ça n'a pas loupé. C'est-à-dire que il s'est pris une balle. Le fils, ouais, c'est vrai. Mais justement, il y a un truc à ce moment-là, même un peu avant, mais c'est à ce moment-là aussi, je m'en suis rendu compte, que je trouve vachement efficace dans le film, c'est qu'il se passe plein de choses et il y a plein d'éléments qui sont suggérés. Tu vois, notamment la scène de la fête foraine. Tu vois qu'il va voir son fils et là, tu comprends qu'en fait, il n'a pas vu son fils depuis longtemps et que du coup, il essaie de le voir en secret et que Van Damme lui tend une embuscade. Bah oui, je trouve qu'on gagne du temps en n'expliquant pas comme des débiles toutes les scènes et qu'on comprend vachement bien ce qui se passe et je trouve ça assez habile.
Alors je sais pas si c'est plus de l'écriture que de la réalisation, mais en tout cas le résultat est saisissant. Probablement de l'écriture. Oh, bah, c'est ça, le scénariste, la meuf, pas. Je n'en ai pas la moindre idée, mon vieux. Donc en fait, c'est le festival du Mawashi et du coup de pierre tourné. Donc moi, j'étais vraiment très heureuse. Donc l'enfant du méchant est dead. Et là, je me dis comment on va enchaîner cette scène quand même. On est dans un parc d'attractions, enfin dans une fête foraine. Il y a un enfant, en plus, c'est la perte de l'enfant dans la fête foraine. Enfin, c'est thématique, c'est beau, quoi. La forme rejoint le fond. Et là, je me dis comment on va faire pour continuer cette course-poursuite. Et on se retrouve donc dans une maternité. Téléporté, comme ça. Je me suis comme ça, voilà. C'est encore le thème de l'enfance. Parce que le bébé est au centre de ce film, effectivement. Mais oui, c'est la paternité, la perte de l'enfant. Putain, mais ils ont décidé de mettre une grenade dans le berceau du nouveau-né et au lieu de lui balancer la grenade, ils lui balancent le berceau. Mais ça, c'est une idée de film d'action qui est hyper cool, par exemple. Déjà, de base, les berceaux sur roulette où il faut une espèce de danse entre les couffins, j'ai trouvé ça super. Mais en vrai, c'est une pure idée. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça très cool. Très bonnes idées. Juste petite note sur la scène de la fête foraine qui transite sur la maternité. Je sais pas quel était le souhait à ce moment-là, mais il y a des espèces de scènes floutées au ralenti. Du regard de Van Damme du point de vue de Van Damme et du point de vue de Mickey Rourke, où t'as l'impression qu'ils ont un genre de sixième sens / pouvoir, où genre ils arrivent à analyser la situation et là tu vois, ok, il a trouvé son, enfin c'est vraiment son pour ennemi, subtilement te montrer qu'ils sont très forts, mais très forts et que du coup ils sont bien l'un et la némésis de l'autre, effectivement. Après ça revient pas à le reste du film, mais je me suis dit bon, écoute, ils vont pas utiliser ce pouvoir tout le film non plus. Mais du coup très cool scène de maternité avec des Mawashi autour des bambins. Autour des bambins, et qu'est-ce qu'on a ? On a un réveil, parce que Jean-Claude est HS, et on a un réveil, et là, je me dis, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce film ? Il est dans une pièce fermée, il y a un message enregistré où on lui dit tu vas à la colonie ou tu vas mourir. Alors, ça, c'est le grand-père de Simpson qui dit ça, du coup. Mais grâce à vos compétences, vous serez assigné à la colonie. Non ! Si vous refusez de coopérer, Monsieur Queen, vous avez une alternative. Le gaz neuroplégique est indolore et très efficace. Pourquoi vous donnez cette peine ? Vous êtes déjà mort. Du moins, c'est ce qu'on a dit à votre femme et à tout le monde ici-bas. Si vous voulez vivre, appuyez votre pouce sur le scanner près de la télévision. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Non mais du coup, qu'est-ce que c'est que ce truc de la colonie de vacances où personne ne veut aller ? Donc qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et alors effectivement, il met son pouce parce qu'il y a une histoire d'empreinte digitale, donc pour dire qu'il veut aller à la colonie. Sinon il meurt. Sinon il meurt. Mais là, je me dis, mais ça y est, on est dans le prisonnier en fait. Et franchement, donc c'est sur une, pour donner un peu de contexte, c'est sur une île. Il est avec des grands méchants et des grands agents qui sont censés être morts et avoir été tués. Tout le monde croit qu'ils sont morts. Mais ils ont des bracelets Oméga. Oui, Oméga. Il y avait du Coca aussi. On vous a dit qu'il y avait du Coca. Il y a du Coca et il y a une place, il y a une montre Oméga. Donnez-nous de l'argent. Tenez, vous devez l'avoir au poignet tout le temps. Et en gros, ils sont dans ce truc où ils sont. Mais alors, c'est vraiment très très chelou. C'est vraiment genre une espèce de maison avec une méga piscine. C'est une maison de retraite futuriste où ils sont prisonniers. Ça n'a aucun sens, mais c'est génial. Mais c'est stylé. Mais c'est trop stylé. Ils sont dans un espèce de globe où après ils analysent les événements terroristes et où ils essaient de déceler le mensonge des gouvernements et du président américain. Nous sommes un réservoir d'idées, Jack. Nous sommes en contact avec tous les services chargés de faire respecter la loi. Nous analysons les incidents terroristes et nous recommandons les réactions que doivent provoquer les gouvernements impliqués. Nous sommes les dernières lignes de défense contre le terrorisme universel et personne ne sait qui nous sommes. Non mais ça n'a aucun sens, mais c'est génial. J'adore. Et il y a des lasers dans l'eau, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas s'échapper. Personne n'a réussi à s'échapper. Personne. Le dernier qui a tenté de s'échapper s'appelait Bryce. C'était avant qu'on installe les rayons laser. Le pauvre n'a pas survécu 48 heures. Alors tout à fait. Et en plus, ils doivent pointer en mettant leur pouce selon un certain timing. Et dans leur chambre. Chaque résident a un résident autre qu'il ne connaît pas qui est son gardien. C'est-à-dire que s'il essaie de s'échapper, ce gars-là doit le buter. Alors qu'il ne sait pas qui c'est. C'est le loup-garou, le truc. Gros suspense sur qui est le gardien de Jean-Claude. C'est-à-dire qu'il y a un mec avec qui il se fight. Et on se demande vraiment si c'est pas lui, quoi. Mais ça, ce truc, c'est vraiment genre, je me dis, ok, on a switché, on est dans un film complètement différent. Qu'est-ce que c'est que ce truc de la colonie ? Et ça marche, on va voir Van Damme qui, donc, on l'a pas trop dit, mais il se réveille et il est estropié. Il a la jambe il est blessé. qui part en couille. Et il va s'entraîner parce qu'il veut s'échapper, puisque Mickey Rourke, il a pécho sa femme. C'est drôle d'avoir la jambe qui part en couille, du coup.
Ah, mais de quel côté? Est-ce que tu t'étires? Oui, je ne sais pas. Mais la jambe, est-ce qu'à partir de la couille, c'est déjà la jambe? Ah! Tout rigolo qui se moque de moi a des chances de se retrouver la tête dans le trou de son cul. Donc il décide, il doit s'échapper. Il doit s'échapper parce que voilà. Bah, il doit s'échapper parce que surtout sa femme va accoucher bientôt. Il veut lui dire qu'il est vivant. Enfin, il y a en plus il y a une espèce de communication de l'extérieur avec cette espèce ces espèces de caméras, enfin partout avec une histoire de papillon. Cette espèce de cadmérade. Et donc s'ensuit dans la cheminée. S'ensuit arc. Donc s'ensuit une scène où en fait un petit montage en musique que j'adore. C'est l'entraînement de Jean-Claude. Comment Jean-Claude va utiliser ce pas de porte dans ses appartements privatifs pour... GEF de pas de porte. Non mais genre c'est ouf, cette scène elle est ouf et je me suis dit putain je suis vraiment contente de faire ce podcast. C'est un des rares GEF verticaux. Non mais elle est ouf cette scène. Alors déjà parce qu'on voit ses roupettes à travers la fine membrane de son short. Une membrane de roupettes, comme vous et moi. Non mais c'est... On voit un peu les choses de Jean-Claude. Hein. Les bijoux de Jean-Claude. Mais alors attends, pardon, mais... Il n'y a pas que des diamants, hein. Moché diamant. Très bien, ce GF de porte, il est tout à fait saillant, il n'y a pas de problème. Mais une petite traction. Parlons surtout de la scène de la baignoire, je t'en supplie. Non, alors il faut expliquer quand même que Jean-Claude n'a pas de matériel de musculation. Et Jean-Claude étant un espèce de MacGyver en herbe, il va décider d'utiliser tout ce qui est à sa portée pour faire des outils, des outils de salle. Ah oui. Donc effectivement, il va faire surtout des tractions de baignoire, par exemple. Il va s'accrocher à la baignoire, il va la soulever. Mais c'est surtout qu'il met donc une espèce de serviette autour de son cou pour supporter la baignoire. Très bien, tu peux soulever des trucs lourds pour te faire des muscles, tout le monde le fait. Mais excuse-moi, mais la position qu'il utilise pour besogner cette baignoire, à un moment il met même ses mains derrière sa tête pour dire regarde je le fais sans les mains, il le fait avec la tête et logique le partout. Donc pour moi il est en train de baiser cette baignoire et l'analogie est tout à fait claire. C'est même pas une analogie d'ailleurs, c'est une scène de cul avec une baignoire. Mais par contre je suis d'accord avec toi sur le côté MacGyver. Pour l'empreinte avec la gomme et il s'enlève la peau des trucs. Il y a effectivement comment quantifier du temps, c'est-à-dire qu'il laisse cramer des cigarettes et il fait des petites marques pour savoir en gros combien de temps il a entre les pointages. Il a tout organisé et effectivement en faisant son petit truc canette cigarette, il peut se faufiler. La viande. Mais qu'est-ce qui t'a pris? T'es cinglé? Il se faufile en dehors de sa chambre pour profiter du fait qu'il y a un largage de marchandises en avion sur l'île et essayer de s'échapper. Il se fait choper bien sûr par son gardien qui était dans le coin avec des bouteilles de plongée et un masque. Ça n'a aucun sens. Bah, ça déjà, mais surtout il essaye de l'étouffer avec un sac sous l'eau. Donc c'est vraiment complètement... J'ai pas trop compris. Bah, il essaye de le noyer je pense, dans un sac, sous l'eau. Mais en tout cas, juste avant qu'il soit dans l'eau, il fait un espèce de saut de la foi où il saute dans le vide alors que les lasers sont toujours actifs et il touche l'eau au moment... j'ai trouvé ça super. C'est superbe. Je trouvais ça super. C'est presque aussi superbe que ce moment où il s'accroche à un pactage d'avion et où il se met à voler derrière comme s'il était sur Falcor de l'histoire sans fin. Never ending story. Méga good guy parce qu'il y a des sbires dans l'avion et il chope un gars, il est sur le point de le foutre dans le vide, il lui dit t'as un parachute? Il dit oui, et là il le dégage. Quand même, méga sympa. Loyal bon, Jean-Claude. Sympa. Ah oui. Vous avez un parachute? Bon, alors du coup, on a une putain de scène dans un avion encore. Donc là, si on suit bien, on a eu la fête foraine, la maternité, la prison sur l'île, l'avion. Et là, je regarde et ça fait moins d'une heure de film, mais je me dis, mais c'est pas possible. De trucs. C'est pas possible. Vous permettez, mon frère, c'est pour une bonne cause. Donc, ce qu'il va faire, première chose pour essayer de retrouver sa meuf et de buter le méchant, c'est aller chercher des armes. C'est rentrer chez lui. Non, mais d'abord il va chercher des armes. Ah oui, il va voir Dennis. Et Dennis Rodman. Alors Dennis il lui fait OK, on y va. Il y va avec lui pour se faire payer. Dennis qui, marquons-le, évidemment est une fashionista, mais surtout change de couleur de cheveux à toutes les scènes. Oui, tout à fait. J'ai trouvé ça super cool. C'est très gadget. C'est une bonne idée. Trop bien. Ouais. Mais il est plutôt stylé. Hein. Oui, bah après c'est calqué sur son personnage à la ville et même de basketteur et d'ailleurs il y a énormément de références au basket, à chaque fois des petites vannes. Bon après on n'est pas hyper pro Dennis Rodman aujourd'hui parce que lui il est hyper pro Trump etc. Alors pendant tout le film j'ai dit mais il est quand même vraiment stylé Dennis Rodman et après tu m'as dit ça et je le déteste et on n'en veut pas. Voilà. J'adore les Américains. Et en gros il retourne chez lui, sa femme c'est pas sa femme, son bébé c'est une poupée et qu'est-ce qu'il y a dans son bébé? Une bombe. Elle était ouf cette scène, j'ai trouvé un peu creepy. Et il y a un roulé-boulé sur transat de piscine qui est vraiment genre
aux petits oignons. Et c'est là que tu vois, alors c'est du coup je me suis dit, franchement pour un film à petit budget, parce qu'on peut considérer ça comme un film à petit budget pour l'époque, etc. Les effets spéciaux sont pas si dégueux. Alors on voit que c'est des effets spéciaux, mais pour lesquels oui, mais du coup ce que j'ai appris sur la fiche Wikipédia de Tsuyark, c'est qu'il avait une boîte d'effets spéciaux et qu'il était un petit peu aficionados de ce genre de trucs. Il est touche à tout. C'est ça. Du coup j'ai trouvé que c'était louable aussi de sa part. Je l'aime vraiment bien ce petit Tsuyark. Alors, il y a un message enregistré en boucle dans une voiture piégée. Son bébé doit naître demain. Donc, on croise des Français cyclistes, parce que tous les Français font du cyclisme, c'est bien connu, surtout dans les films étrangers. Et ils prennent une toute petite voiture, une toute petite Fiat pour aller à Rome. Alors, Dennis Rodman qui fait 2 mètres, bien sûr, dépasse. Oh là là. Et là, je me suis dit, ça, c'est la grande vadrouille. Ça, c'est Louis de Funès. Ça, c'est le cinéma. Donne-moi un coup de main. Qu'est-ce que tu dirais d'un coup de pied? C'est pas drôle, mon frère. Dennis Rodman et Jean-Claude Van Damme, donc du coup, qui vont passer la deuxième moitié du film dans un espèce de buddy movie où ils sont comme queue et chemise, ils ont un check pivotant. Ils se tapent dans la main et ensuite ils tournent. Alors, peut-être que c'est ridicule, mais non, c'est cool. À mon époque, 97, j'étais en 3e, je pense. Et moi et mes potes, on faisait ce check pivotant. Moi, j'étais en CM2. Mon gamin n'avait que 6 ans, monsieur. Il se retrouve à Rome, il essaye de piéger le méchant. Alors là, il y a vraiment une scène, moi j'ai cru qu'on était dans un Y a-t-il un flic, parce qu'il y a tous les flics qui sont genre en mode incognito, en mode genre déguisés et tout ça. Les marchands de mais fruits. Vraiment, et en fait il y a tous les flics de la planète, parce qu'il y a tous les agents, tous les services secrets et tout ça. Mais on dirait vraiment une scène qui sort d'un Y a-t-il un flic, d'un Zaz. C'est pour ça que Van Damme est tout à fait grimé et costumé de façon magnifique. Petite perruque à bouclettes avec des petites lunettes. Très années 90 d'ailleurs. Ah non, mais franchement, c'est indescriptible. Non, mais c'est indescriptible. Et surtout, il se met à chevaucher des chevaux blancs d'une calèche à un moment où il jette sa perruque. Et là, je me suis dit, putain, mais c'est chevaleresque. On est encore passé dans un autre film, quoi. C'est pas possible. C'est là que je me suis dit, il fuit la scène à cheval. Est-ce que ce serait pas une cavale sans essieu? J'ai besoin d'armes puissantes. J'ai justement ce qu'il te faut. Tu vas passer pour un mauvais garnement, je te le garantis. Jean-Claude, là, il est sur vénère parce qu'il est en mode survie. Il se fait péter la gueule dans tous les sens et il veut récupérer sa femme. Son enfant va bientôt naître. Il tombe sur un homme à la mallette mitraillette. Ça, c'était assez. Il y a stylé. vraiment beaucoup de trucs stylés dans ce film. Et il saute tel un écureuil australien sauvage, quoi. Il est habile. Il est habile. Moi, j'ai cru qu'il avait des petits trucs sous les bras, là. Qu'il avait volé. Mais au moment où il rencontre ce personnage malfrat asiatique qui va se déchausser habilement à la manière de Tigre et Dragon. Et d'ailleurs, c'est là que tu vois que Tsuyark, il aime bien les films avec les gens qui volent et qui font des épées et tout. Et qui va se retrouver à manier un cran d'arrêt avec les orteils. Et alors, ça, c'est du stylé. Alors, c'est vraiment. C'est une scène. C'est la 9e symphonie. Je te présente mon frère Régulo et mon autre frère Romulo. Voici mon frère Quinn. Ces moines réunissent des informations sur la ville de Rome depuis 500 ans. Ce système a pu tout remettre à jour. Le cybermoine. Alors, heureusement, le film n'est pas terminé. Je vous vois venir, cher ami. On va aller chez les moines hackers, quoi, qui sortent. Il manquait plus que ça dans le panel. Qui sortent tout droit d'un Terry Gilliam, quoi, en fait. Donc on se retrouve effectivement dans une espèce d'église monastère où il y a des moines. Et pourquoi pas? Qui sont des hackers. Et là, je me dis, mais putain, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'ils fumaient, quoi? Moi, je trouve ça stylé. Ça sert pas à grand chose, mais je trouve ça stylé. Ça sert à rien, mais c'est pas grave. On est très content d'être là et ça fait encore un décor de plus. Donc, on a des petits clins d'œil parce que Dennis, il va faire du basket avec des crânes. Donc, basket, parce que c'est son métier. Mais petite scène de connivence rigolote buddy movie où en fait ils sont tellement dans la pénombre parce que c'est un peu dans des espèces de catacombes à un moment ils se bagarrent, ils pensent qu'ils sont ennemis et alors et après en fait, c'est pas lui, ils sont amis. Mais c'est moi et en fait il est d'accord. C'est le quiproquo. C'est moi. C'est toi. Je pense que mais même si tu te bats avec Jean-Claude, tu sens tout de suite que c'est lui. Il a quand même des muscles saillants, quoi. Ouais, mais ça faisait un quart d'heure qu'il tapait d'autres malfrats un peu musclés, donc peut-être qu'il a confondu. Il a un énorme paquet, surtout. Oh là là. Merci. C'est là que tu vois que Dennis, il est pas que 2m50, les cheveux verts et des grosses boucles d'oreilles et des tenues de Lilou Dallas. Il sait aussi mettre quelques mawashi et quand t'as une jambe qui fait ma taille entière, sa jambe, et ben tu mets des gros mawashi. Du coup, c'est un peu plaisant. C'est pas juste un sidekick rigolo. Il fait quelques petits coups et dans une interview, on en parlera tout à l'heure, mais j'ai vu qu'il avait dit qu'il avait entraîné Dennis Rodman et que c'était assez cool. Mais alors là, moi je me dis qu'est-ce qu'il n'y a pas eu encore dans ce film? Tourner la roue. Des arènes
des arènes de combat, un peu comme dans un péplum. Et je me dis, c'est bizarre quand même, on a eu des chevaux et tout, mais ça manque un peu d'animaux, ce film. Alors ça tombe bien, puisqu'il y a un tigre et que Jean-Claude va faire un Mawashi tigre. Est-ce qu'on appellera pas ça un karaté tiger? Tu sais, Jack, l'homme est fort. Mais le tigre est plus fort. Un karaté tiger. Non, n'explique pas. Juste petite précision, à ce moment du film, Dennis Rodman est torse nu et Mickey Rourke aussi, pour aucune raison. Bah parce que c'est les arènes, c'est le péplum. Ah donc c'est toi, dans une arène, tu te mets torse nu. Très bien, bah écoutez, j'ai pas été dans une arène, mais la prochaine fois j'y pense. Catherine, tu ne pourrais pas mettre ta vache ailleurs. Scène finale où Mickey Rourke l'attend au milieu de l'arène. Il met une balayette et il glisse sur 20 mètres stylé. dans mais la ça, tu vois, poussière. c'est des petits détails de baston en termes de chorégraphie, mais je trouve que ça fait la petite différence. Et d'ailleurs, j'ai vu sur la fiche technique du film que Sammo Hung, que les aficionados de films de Kung Fu connaissent bien, qui est un acolyte de Jackie Chan, a participé à la chorégraphie et à la formation des cascadeurs, et c'est pour ça que c'est stylé. Bon, alors, il l'attend pour le combat final. Il récupère son enfant. Il y a un combat final, il récupère sa femme. Il y a des minosols, t'es obligé d'en parler de ça. Il y a des minosols. Parce que c'est trop stylé la chorégraphie. Des minosols. Il y a Olivier Mine déjà. Olivier Minosol. Alors, qui s'est mis les pieds dans les plats, Stavros? Ah, j'ai oublié de te le dire. J'espère que tu me pardonnes. Je sais que tu t'es donné beaucoup de peine à creuser des trous et à planter des croix ici et là. Je sais que les mines sont dispendieuses, mais j'ai pensé déplacer quelques croix. Alors les mines sont marquées de petites croix. Et vu que Denis c'est un rigolo, il change les emplacements des mines. Enfin plutôt les emplacements des croix d'ailleurs, parce que c'est moins dangereux. Putain, ça aurait été vachement plus stylé s'il avait fait ça. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Mickey, il va marcher sur la mauvaise, du mauvais pied. Et donc que tout explose, le tigre, les arènes, tout. Tout sauf les distributeurs de Coca-Cola. Ah ouais. Car c'est ce qui les sauve d'une mort certaine. Et là, je me dis, c'est quand même finir en beauté que s'abriter derrière une vending machine de Coca-Cola. C'est l'Amérique qui les protège. C'est l'Amérique qui te protège, effectivement. C'est fou quand même. Bon, on va encore me blâmer pour les dégâts. Ce qui ne gâche pas la fin, qui est tout à fait honorable, avec sauvetage de tout le monde et, et puis le Colisée qui brûle, tout ça. On retrouve sa femme. Ça, c'est l'important. Ça finit bien. Tout est bien qui finit bien. Alors la musique, elle est pas mal, moi je trouve. C'est Gary Chang. Et non, je sais pas, j'étais bien. Je me suis dit que c'était cool. Et c'est lui qui avait aussi composé la musique de Piège en haute mer. Oh, avec Steven. Oui. Le coquin. Non, c'est pas mal. Elle est pas pourrie. Je la façonnerai pas, je m'en souviens pas. Mais pendant le film, elle était plaisante. Petit point chart. As-tu été attentive? Parce que là, on en est quand même à plein de films, donc je vais pas juste te dire non, je veux des précisions. J'ai été attentive, mais j'ai pas compté. Tu te doutes bien que j'étais occupée à regarder autre chose. Alors non, je te demande peut-être une précision quand t'as une scène ou un élément marquant rapport à la charte. Par exemple, si je te dis les petits bruits, est-ce que t'en as noté? Ah, il y en a plein. Ah oui, mais du coup, t'en as pas un qui... Oui, il y en a un qui m'a particulièrement titillé. Très bien. C'est quand justement il y a le faux bébé dans le landau et que ça explose sur le truc dans la piscine. Explosion dans le dos de Van Damme et il fait quand même plein de petits bruits. On a l'impression qu'il est un petit peu en train de jouir. De choser, quoi. De choser, tout à fait. Choser Beauvais. Et Sif, sillon interfacial. Non, pas de Sif en plein écran, mais. Non, il y a un petit short au niveau du début de sud de la France, mais il n'y a pas de. Ouais. Il y a une side de couilles, on peut le dire. Hein, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça signifie? Qui a osé faire ça? Bon, GEF, t'es obligé de préciser. GEF vertical et de porte. Ah, voilà. Mawashi retourné 1000. Oui, mais de tigre. Et aussi de canette de coca. Ah, voilà, c'est ça qu'on veut. Bon, Mawashi sauté retourné, il n'en a pas. Je te laisse le. On dirait un petit plat. Mawashi, je vous fais un petit Mawashi sauté retourné. Hein. Pose biceps? Oui. Mais profil. De baignoire surtout. De baignoire, il baisse la baignoire, il met les mains derrière le dos et c'est le pose biceps. Bon, ok. Coup de boule. Non. Oui, non, mais Mickey Rourke, oui. Attends, depuis quand on verra? C'est des petites précisions. Comité, c'est pas comité de Mickey Rourke. C'est pas courir Rourke. Stavros est très dangereux. Si vous affrontez son regard, il vous aura par derrière.
La bosse, tu l'as vu, Ah t'es oui, obligé. oui. Non, sa bosse de front, je ne dis pas sa bosse de couille. Je n'ai vu que ça. Voilà, bon, le reste c'est non, les clins d'œil, tout ça, il est pas méga joyeux. Quand sauf qu'il est avec sa femme, il est joyeux, mais sinon il est pas. Bon, il y a quand même gros sur la patate. Hein, non, mais la charte est remplie, il y a une petite charte Van Damme, elle est propre, elle est nickel, on en veut. L'offensive mène à la gloire. Mais la défensive procure la victoire. Bon, alors dans la vie, Jean-Claude, il fait des petits allers-retours en rehab, mais on sent que là, on est dans un petit mieux quand même. Oui, et ça se voit d'ailleurs, il est beau. Alors déjà, il a pas les yeux à moitié fermés. Il est beau, il a pas les yeux à moitié fermés. Pendant le film, tu le vois vraiment, il est en mode... à l'écran en tout cas, il a l'air impliqué. Tu sens qu'il est impliqué, enfin, tu vois, ouais. C'est-à-dire que je vais faire une blague de cinéphile, mais comparé à son implication dans son rôle de Street Fighter, là c'est Daniel Day-Lewis, quoi. C'est vraiment genre le mec est dedans, quoi. Non mais vraiment, il est méga à fond, il est méga beau, et surtout à la ville, bon alors j'ai pas trop d'infos sur ce qui se passe, il est fraîchement divorcé, il a ses enfants, etc. Et j'ai vu 2 interviews, notamment une chez David Letterman, donc promo de Double Team, etc. Il est toujours très professionnel, il utilise le public, il fait des clins d'œil, il fait des blagues, il joue sur le fait qu'il a un accent fort. On lui pose toujours les mêmes questions, ça me fait un peu chier, enfin surtout Letterman de Schwarzy, Stallone, qu'est-ce que vous en pensez? Bon tu vois, non, mais... Le mec ça fait genre 15 ans qu'on lui pose les mêmes questions, genre, il répond, tu m'étonnes qu'il sniffe des montagnes de cocaïne, quoi. C'est juste à cause de cette question. Putain. Non mais et d'ailleurs c'est au détour de cette question sur Stallone et Schwarzy, il lui demande s'il a mis de la thune dans Planet Hollywood. Tu te souviens de Planet Hollywood? Oui, je me souviens très bien. En fait, j'étais allé, il y avait une réplique des Gremlins. Bah voilà. Il dit qu'il a pas mis de thune dedans, mais que quand il y va, genre aux ouvertures et tout, il paye son addition. Comme tout le monde. Non, apparemment il chope des actions et tout, donc voilà, il fait son taf d'acteur. Et j'ai vu une autre interview un peu plus intéressante et plus à la cool chez Conan O'Brien, qui est beaucoup plus détendu, quoi, où il passe son temps à lui faire des mawashi, donc c'est assez marrant. Où tu vois que vraiment, c'est encore la bête de foire, quoi. Enfin, oui, mais y a un alors truc, non, justement, là c'était pas trop fait à mawashi pour nous faire rigoler. C'est plutôt Conan O'Brien qui essayait de lui mettre des coups, genre tiens, tu veux celle-là, et ils jouaient ensemble, c'était assez rigolo. Et là tu vois que il est détendu, il est en promo, mais que il est quand même, il cabotine un peu et tout. Et ça fait plaisir. C'est pas juste. Je viens de parler du film que j'ai à peine vu. J'étais sous coke H24. Là tu sens que il y a un petit, c'est pas un creux, du coup c'est l'inverse, c'est une bosse. Non mais parce que il y a des aléas, quoi. Enfin tu vois, t'es pas toujours en montée, t'es pas toujours en descente. Parfois non, bien tu sûr. stagnes. Non mais là tu vois qu'il a été. Tu vois la vue, quoi. Tu vois qu'il s'est soigné et que on sait que le pire reste à venir, mais là il est dans un mieux. Là il est dans un mieux, ça fait plaisir. J'espère que vous ne jugez pas les gens par leur apparence. Je n'aime pas ça. Il y avait un projet dans lequel Jean-Claude devait apparaître après Double Team, du coup, qui était une espèce de film d'horreur et d'action qui s'appelle Abominable et qui était genre un peu décrit comme un prédateur dans la neige, avec l'abominable homme des neiges. Et en fait, son personnage devait sauver un groupe de personnes coincées dans les montagnes, je sais pas quoi. Et en fait, ça s'est tellement planté au box-office, Double Team, qu'entre 95 et 2000, il y a plein de réalisateurs qui ont été assignés. Il y a eu Peter Yams, notre ami qui joue au dé. Il y a eu Renny Harlin. Enfin bon. Et en fait, ils ont décidé d'annuler. Universal a décidé d'annuler ce film qui, je pense, aurait été fameux. Avec le Yeti, mais il y a eu un autre film qui est sorti mais qui n'a rien à voir avec ce projet, en tout cas. Ah oui, mais je veux bien, mais le prochain c'est pas le Yeti, c'est Piège à Hong Kong, encore de Tsuhark, et il y aura du piège à Hong Kong. J'ai hâte de le voir, hein. Que le meilleur gagne. Tu veux voir des films de Jean-Claude Van Damme? Eh ben on va en voir des films de Jean-Claude. Là, vous voulez être un véritable acteur. C'est ça. Regarde Van Damme. Hop. Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra.